11 heures. Bonjour à tous ceux qui sont connectés et à tous ceux qui se connectent. Je vous propose d'attendre une petite minute encore avant de démarrer concrètement cet atelier sur le sujet de l'éco-conception, tout un programme en Occitanie. Voilà, donc rebonjour pour ceux qui étaient présents et ceux qui se connectent. Donc 11h01, un atelier sur le thème de l'éco-conception, tout un programme en Occitanie dans le cadre du forum économie circulaire organisé par la région Occitanie. Un forum qui avait pour habitude d'être en physique, qui se veut vraiment un lieu d'échange. Je vous présente les intervenants de cet atelier qui seront donc Marie Cussol, qui est donc en charge, l'animatrice du programme régional en faveur de l'éco-conception d'Occitanie. Nous aurons aussi le retour d'expérience de Léo Delon, gérant de l'ITA Expresso, qui a mis en place une démarche d'éco-conception qui fera part de son vécu. Je vais quand même vous demander de respecter, bien sûr, quelques règles du jeu, mais vous commencez à les connaître. Je demanderai à tout le monde de bien couper son micro pour éviter les larcènes ou d'autres choses. Que chacun aussi coupe sa caméra pour éviter de mobiliser de la bande passante. S'il vous plaît, si vous pouviez couper votre caméra, sinon on peut peut-être le faire à distance. Non, je crois qu'on peut couper les micros, mais pas les caméras pour nous. Monsieur Martin, si vous pouviez couper votre caméra, s'il vous plaît. Puis quelques règles aussi du savoir-être, de savoir-vivre pour que tout le monde puisse se respecter. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions via le chat. Vous pouvez utiliser l'onglet conversation dans Teams en allant chercher en haut sur la droite, le petit. Si tu peux passer la diapo, là, je crois, Marie, c'est sur la. Alors, attends, une minute. Ici. Voilà, vous avez ici toute la consigne pour pouvoir poser toutes vos questions à distance. Donc, cet atelier sera enregistré. Il sera mis à disposition en replay sur la plateforme Cyclope de l'économie circulaire en région Occitanie. C'est la plateforme Cyclope, c'est un outil pour vous aussi, pour mettre en avant toutes vos initiatives et voir des initiatives qui peuvent vous inspirer, plus d'autres communautés de travail. Et vous aurez aussi donc accès au support, bien sûr, et à tout l'atelier qui sera déroulé. Donc nous étions au démarrage environ plus de 150 personnes inscrites, dont une centaine qui s'est inscrite en réel. On a conscience quand même que ce forum, par son format distanciel, mobilise aussi beaucoup de temps avec tous les ateliers qui ont pu être montés à l'initiative de tous les membres de cette communauté active de l'économie circulaire. Et là, je remercie Marie Cussol d'avoir pris l'initiative de mettre en place cet atelier dédié. Le sujet de l'éco-conception, c'est un axe de travail du plan régional d'action en faveur de l'économie circulaire. Un des thèmes, c'est tout ce qui concerne tous les nouveaux modèles économiques. On vous a posé quelques questions en amont aussi sur le sujet de l'éco-conception. Est-ce que vous connaissiez ce sujet ou si vous aviez besoin d'informations précises sur l'éco-conception?
Vous êtes à environ 40% à avoir répondu que vous avez besoin d'informations encore sur le sujet d'éco-conception. Donc, on vous fera un petit topo là-dessus. On vous avait posé la question si vous connaissiez le programme régional en faveur de l'éco-conception en Occitanie. Donc, 2/3 ont besoin d'informations aussi sur ce sujet. Et il y a aussi quelques questions ouvertes et on a tenu compte de vos besoins et de vos attentes dans le cadre de cette intervention. Donc, on va essayer de répondre aux questions qui ont été posées dans la suite. On va essayer aussi de rendre cet atelier un peu interactif et on va vous poser quelques questions en suivant dans la présentation. Questions et on vous demandera de répondre via le chat aux réponses à ces questions fermées, hein, avec des réponses A, B ou C, pour mesurer un peu l'état des connaissances sur ce sujet en région. Je propose peut-être de commencer directement par cette partie-là. Ça vous permettra aussi de bien commencer cet atelier et de vous réveiller en fin de matinée. Donc, avant même de commencer à vous parler de ce qu'est l'éco-conception, on va vous demander ce que vous en connaissez, vous. Voilà, je vois que nous sommes environ une trentaine, un peu plus, une quarantaine d'inscrits à connecter. J'encourage chacun d'entre vous à répondre à cette question. Réponse. Donc, d'après vous, alors, qu'est-ce la que le première cycle question, de le vie... savez-vous, le cycle de vie d'un produit désigne, grand A, pardon, l'ensemble des étapes de vie de la vie d'un produit, désigne l'évolution d'un objet au cours du temps, ou désigne les étapes de conception d'un produit. À votre chat, s'il vous plaît. Je vois que ça commence à répondre. Ne copiez pas sur ceux qui répondent. Bon, à première vue, je pense qu'on a affaire quand même à quelques initiés, mais merci pour votre participation. Oui, tout le monde a l'air globalement d'accord pour répondre à cette première question sur donc qu'est-ce que le cycle de vie d'un produit. Alors, hop, on va peut-être vous laisser le temps pour certains de répondre un peu plus, mais déjà, on a beaucoup de réponses qui se succèdent et qui se ressemblent. Donc, en effet, hein, ce n'est pas une surprise pour beaucoup d'entre vous. Quand on parle de cycle de vie d'un produit, ça désigne bien sûr l'ensemble des étapes de la vie d'un produit, depuis l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie. C'est un peu ce qu'on représente de cette façon-là chez nous. Donc voilà un peu le cycle de vie classique d'un produit, depuis l'étape de conception qui se situe un petit peu en amont, pendant laquelle on va un peu penser à toutes ces étapes-là. Puis on a des étapes d'extraction de matières premières, d'énergie, une étape de fabrication qui peut elle-même contenir plusieurs procédés, plusieurs étapes de fabrication du produit, bien sûr. Une étape de transport et plus spécialement, j'aime bien l'appeler transport et logistique, parce que dans le transport, il y a aussi l'emballage, et c'est quelque chose qu'on va prendre en compte à ce niveau-là. Puis aussi, on va prendre en compte plusieurs niveaux de transport, bien sûr, pas seulement le transport entre la fabrication et l'usage, comme il est positionné ici, mais l'ensemble. Quelqu'un m'a enlevé le partage. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Si vous pouviez éviter de toucher le bouton du partage, voilà, merci. Comme ça, je peux vous représenter ça. Voilà. Normalement, c'est OK. Ouais, ça arrive de faire des petites manipulations parce qu'en fait, tout le monde peut avoir accès au partage. Donc, voilà. C'est l'esprit de la communauté économique circulaire, co-constructive, collaborative. Tout à fait. Et coactive. Mais n'activez pas trop les boutons, s'il vous plaît. Coactive, mais pas trop. Donc voilà, pour revenir à mon cycle de vie, après la phase de transport, donc qui se situe à la fois entre l'extraction des matières premières, la fabrication, et bien sûr entre la fabrication et l'usage, on a une phase d'usage où on va considérer donc l'utilisation, tout simplement, qu'on va avoir du produit, que le client, que l'utilisateur va avoir. Et enfin, une fois que la vie de ce produit sera terminée, on va aussi considérer les étapes de tri, de fin de vie du produit. Voilà toutes les étapes qui constituent le cycle de vie d'un produit. Vous comprenez bien sûr que d'un produit à l'autre, c'est des étapes qui vont être tout à fait différentes parce que tous les produits sont faits de façon différente et ont des fonctionnalités différentes. Voilà un peu pour cette première. Ça avait l'air d'être assez clair pour tout le monde. Et tant mieux, on va pouvoir continuer sur la deuxième. Bruno. Oui.
Deuxième question, donc encore un petit quiz. Une question, 3 réponses. Donc, soit A, soit B, soit C. Et la question posée, c'est qu'est-ce que l'éco-conception? Alors, nous vous proposons en réponse A, l'éco-conception consiste à réduire les coûts de fabrication pour améliorer un produit ou un service. Réponse B, l'éco-conception consiste à réduire l'impact sur l'environnement des matières premières et de la fin de vie d'un produit. Ou réponse C, l'éco-conception consiste à intégrer l'environnement dès la conception d'un produit ou service lors de toutes les étapes du cycle de vie. Voilà, on vous laisse une trentaine de secondes pour réfléchir et répondre. Je ne sais même pas si elles vont être tout à fait nécessaires parce que j'ai Voilà. l'impression que là encore, Oui. on a des avis plutôt, vous êtes tous plutôt d'accord sur la réponse à apporter. Hop, du coup, je vais afficher. Ouais, avec une précision de Michael Journeau que l'éco-conception, c'est concevoir les principes d'architecture bioclimatique potentiellement à partir de circuits courts, de ressources locales, de matériaux, de réemploi ou géo-biosourcés. Là, c'est plus une entrée un peu bâtiment. On est plus là sur le sujet peut-être de l'éco-conception de produits plutôt que l'éco-conception de bâtiments ou l'éco-construction, mais les deux sont tout à fait liés, quoi. C'est ça, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Là, l'idée, c'est vraiment de parler éco-conception de produits, de services, d'organismes éventuellement, même si ce n'est pas le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, et pas forcément d'éco-construction, c'est-à-dire vraiment en ce qui concerne le bâtiment, qui est peut-être en produit certes, mais beaucoup plus complexe que ce qu'on peut traiter nous ici, dans le cadre de l'éco-conception produit. Et en effet, du coup, on peut dire que l'éco-conception consiste à intégrer l'environnement dès la conception d'un produit ou d'un service, et ce, sur toutes les étapes du cycle de vie. Avant de rentrer un petit peu plus dans le cœur de cette définition, une dernière question pour vous. Voilà, donc question, pour éco-concevoir un produit, seules les étapes de fabrication et traitement en fin de vie sont réellement à considérer. Et là, 2 réponses, A, vrai, ou B, faux. Normalement, elle ne doit pas être difficile puisque vous avez tous répondu correctement aux questions précédentes. Hop. Bon, voilà. tiens à vous préciser qu'il n'y avait rien à gagner, hein, même pour tous ceux qui répondaient tout juste du début à la fin. Parce que je crois que vous avez même tous quasiment répondu tout juste, donc on part sur de bonnes bases communes sur l'éco-conception, donc tant mieux. Je vais quand même vous rappeler très rapidement pour ceux qui n'ont pas répondu ou ceux qui auraient besoin d'une petite piqûre de rappel ce qu'est l'éco-conception assez rapidement. Alors quand on parle d'éco-conception, je ne vais pas vous donner de définition type définition de l'AFNOR ou d'autres organismes ici, mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que l'idée de l'éco-conception, c'est que on part sur une méthodologie, une méthode, une démarche pour penser les conséquences environnementales d'un produit dès sa conception, et ce sur l'ensemble de son cycle de vie. Et il y a aussi une dimension assez intéressante qu'on rajoute. Donc, l'idée, c'est de continuer quand même à assurer la performance du produit derrière ça. C'est-à-dire que le produit doit avoir un impact environnemental réduit, mais tout en gardant la performance, le service qu'il doit rendre, tout en gardant sa fonction. Donc, il y a vraiment cette partie-là qui est à prendre en compte. Alors, cette définition, elle peut se décliner en plusieurs approches qu'on utilise énormément au pôle éco-conception et sur lesquelles je voulais insister un petit peu. Alors, on y reviendra tout à l'heure sur finalement qui je suis et dans quel cadre j'anime ce programme éco-conception en Occitanie, mais du coup, je fais partie aussi du pôle éco-conception, qui est une association d'industriels, Centre de ressources nationales pour l'éco-conception, et c'est vraiment notre objectif d'aider les entreprises à inclure ces notions d'éco-conception en améliorant du coup la performance environnementale de votre produit, et c'est pour ça que j'utilise ces supports et ces termes aujourd'hui. Alors, pour entrer dans les approches de l'éco-conception, une approche, outre l'approche prendre en compte toutes les étapes du cycle de vie qu'on a vu et que vous avez très bien compris, on va aussi prendre en compte plusieurs critères d'impact qui vont être pertinents au regard du produit étudié. Ce que je veux vous faire comprendre surtout avec ce propos, c'est que
Pour connaître l'impact environnemental global d'un produit, il ne suffit pas seulement de mesurer, de connaître la quantité d'émissions de CO2, par exemple, la quantité d'énergie utilisée, la quantité de déchets générés, etc. Ça, il ne suffit pas seulement de connaître ces notions de manière indépendante. Ce n'est pas parce qu'on connaît la quantité de CO2 générée, seulement ce critère-là, qu'on connaît l'ensemble de l'impact environnemental d'un produit. Il faudra certainement connaître plusieurs critères environnementaux. Je vous en ai cité 3, vous en avez quelques-uns ici présentés. Peut-être que 2 seulement seront pertinents, peut-être qu'il y en aura beaucoup plus. Ça va énormément dépendre des produits et de ce qu'on veut mesurer. Mais voilà, il faut certainement prendre en compte plusieurs critères environnementaux pour pouvoir se rendre compte de l'impact global du produit et donc avoir une vision globale sur l'impact environnemental du produit, sur tout son cycle de vie et aussi sur tous les critères d'impact sur lesquels il va être pertinent de regarder l'impact environnemental. Alors c'est une approche qui est vraiment importante à prendre en compte. Pourquoi aussi on prend en compte cette étape-là, cette approche-là, c'est pour éviter aussi ce qu'on appelle les transferts d'impact, c'est-à-dire le transfert d'un impact d'une étape du cycle de vie à une autre ou d'un critère d'impact à un autre. Ce transfert d'impact, c'est le fait notamment de vouloir réduire les impacts sur une certaine phase de fabrication et de phase du cycle de vie et ne pas se rendre compte que ça a des impacts sur d'autres étapes du cycle de vie. Pour vous donner un exemple très simple, si on prend une voiture classique, ses impacts environnementaux sont majoritairement concentrés en phase d'usage. Et si on compare cette voiture-là à, par exemple, une voiture hybride, certes, on va énormément réduire les impacts environnementaux en phase d'usage parce qu'on va utiliser beaucoup moins de carburant. Mais on va augmenter l'impact environnemental dans les phases d'extraction de matières premières, de fabrication et de fin de vie, parce qu'on va augmenter le nombre de composants, augmenter les ressources dont on va avoir besoin pour fabriquer cette nouvelle motorisation qui permet de réduire les impacts en phase d'usage. Donc on a vraiment un transfert d'impact depuis cette phase d'usage sur d'autres étapes. Et l'objectif dans l'éco-conception, c'est pas de supprimer forcément ces transferts d'impact, mais de les connaître, de pouvoir les mesurer, de vérifier quand même au final qu'on a un impact environnemental positif et qui va être cohérent sur ce qu'on cherche à avancer sur le produit. La dernière approche dont je voulais vous parler, avant de clore cette partie définition et de parler de l'éco-conception en Occitanie, c'est l'approche de compromis. Finalement, faire de l'éco-conception, c'est rajouter la contrainte environnementale, la prise en compte de cette contrainte environnementale quand on conçoit un produit. Mais on ne va pas prendre en compte l'environnement comme seule contrainte dans la conception, mais comme une contrainte qui va s'ajouter à toutes les autres contraintes qui sont inhérentes à une entreprise, à un produit, des contraintes de coût, des contraintes de délai, des contraintes de demande client, des contraintes de faisabilité technique, etc. La prise en compte de l'environnement va s'inscrire comme une contrainte supplémentaire et donc qui dit contrainte supplémentaire dit plus grand vecteur d'innovation parce que forcément plus on contraint un produit, plus on est enclin à innover, à trouver de nouvelles solutions derrière. Donc voilà comment l'éco-conception va être vecteur d'innovation d'une part, mais ce qui va être important, c'est vraiment de trouver ce compromis entre les contraintes environnementales d'une part, toutes les autres contraintes de l'entreprise, du produit d'autre part, et faire la balance entre les deux, faire ce compromis-là pour pouvoir non seulement avoir un impact environnemental réduit, mais quand même répondre aux attentes du marché et faire que le produit va réellement exister et se vendre correctement sur le marché et que l'entreprise puisse pérenniser son activité grâce à ce produit éco-conçu. Voilà un petit peu pour cette définition rapidement. L'idée, c'était de vous remettre un petit peu toutes ces notions en tête. Alors maintenant, on va parler plus précisément de en quoi comment ces notions d'éco-conception sont mises en place, comment vous pouvez y faire appel en Occitanie. Et pour ça, Bruno, tu vas nous parler un peu plus de ce programme éco-conception en Occitanie et surtout de sa genèse. Oui, bon, ce programme régional en faveur de l'éco-conception, il existe depuis maintenant 1 an. Il avait été lancé lors du précédent forum économie circulaire qui s'était déroulé en physique à Toulouse. Sur ce sujet éco-conception, il faut quand même savoir qu'on ne partait pas de rien en Occitanie.
Il y avait eu des opérations collectives sur ce sujet qui avaient été montées par des chambres de commerce et d'industrie, par différents clubs d'entreprises. Puis on n'avait pas vraiment, quand ses partenaires techniques et financiers, de dispositifs pour les accompagner. Et ces opérations collectives aussi, elles s'intégraient peut-être pas forcément dans le pas de temps du projet, mais peut-être plus dans le pas de temps de l'opération collective. Et on a vraiment ressenti le besoin, dans le cadre de groupes de travail là, du plan régional d'action en faveur de l'économie circulaire, de passer un cran, d'essayer d'aller un peu plus loin. Et c'est dans le cadre de ce groupe de travail, rencontre d'acteurs que sont Valdelia, un co-organisme qui est implanté en Occitanie, qui avait une volonté d'œuvrer sur ce sujet de l'éco-conception et d'essaimer et d'aller plus loin, et de faire encore un peu plus d'ancrage territorial. Le pôle éco-conception, qui est le centre de ressources nationales en faveur de l'éco-conception, qui réfléchissait à comment décliner ces interventions de manière plus régionale, plus territoriale. Puis bien sûr, je parle à ADEME dans le cadre de ses missions et son champ de compétences. On a essayé de réfléchir collectivement comment mettre en place un programme qui soit là pour inspirer, stimuler, et essayer que les entreprises passent à l'acte. Et donc, l'idée a été de monter plus un programme à la carte, qui soit là pour répondre aux entreprises en fonction de leurs besoins, en fonction de leurs projets, et en fonction aussi de leur niveau de maturité. Donc ce programme, il est vraiment copiloté à 4, et je suis que le porte-parole des 4 structures. Et il est là aussi pour être vraiment sur de l'amont, pas faire ou accompagner les entreprises dans leur démarche d'éco-conception. C'est là vraiment pour stimuler et faire qu'elles passent à l'acte. Et vous avez là donc les exemplaires, c'est le bouquet de services qui est offert aux entreprises pour qu'elles puissent passer à l'acte. Voilà. Merci. Alors pour rentrer un peu plus dans ces actions-là et pour vous montrer que ça a vraiment été pensé pour pouvoir accompagner tout type d'entreprise, c'est vraiment ça, c'est un outil pour pouvoir accompagner les entreprises, peu importe leur niveau de développement de projet finalement. Ça peut être des entreprises qui n'ont pas forcément entendu parler d'éco-conception, qui voient ça un petit peu comme une notion vague et qui aimeraient justement déjà se renseigner pour voir si c'est des choses qui pourraient être applicables dans leur entreprise. Dans ce cas-là, il y a des actions qui peuvent être intéressantes pour elles, de type webinaire. On anime des webinaires sur différents sujets liés à l'éco-conception, que ce soit vraiment une introduction, une initiation, ou que ce soit sur des thématiques particulières, communication, outils, ou que ce soit sur également des secteurs d'activité, éco-conception dans les emballages, éco-conception dans l'agroalimentaire. C'est des choses qui se font et auxquelles vous pouvez avoir accès complètement gratuitement pour avoir déjà un premier niveau d'information et savoir un peu, voilà, pour que ça vous donne de la matière pour réfléchir et vous projeter sur des projets plus loin. Le pôle éco-conception, on a aussi un centre de ressources sur notre site internet que vous pouvez aller voir, consulter pour aussi vous permettre d'avoir un petit peu de matière, des exemples aussi de produits éco-conçus pour vous projeter aussi dans cette dimension-là. Donc ça, c'est pour le premier niveau. On s'adresse aussi aux entreprises qui veulent lancer une démarche d'éco-conception, mais qui ont besoin de faire un bilan, de mieux savoir où elles en sont dans leurs forces, dans les stratégies qui seraient intéressantes pour elles. Dans ce cas-là, on peut vous aider à vous orienter tout simplement sur vos projets, sur ce qui serait intéressant pour vous. Il y a 2 types d'actions aussi, soit ce qu'on appelle un autodiagnostic maturité que vous pouvez consulter sur ce site-là, myecodesignmaturity.ue. Ça vous permet en un quart d'heure déjà de pouvoir avoir
une idée de pouvoir vous mesurer sur une échelle d'entreprise de où vous en êtes dans la prise en compte de l'éco-conception dans votre organisation. Et on peut aussi mener ce qu'on appelle un diagnostic initial ensemble, où là, l'idée, c'est un accompagnement personnalisé où on va passer une demi-journée ensemble pour faire le bilan, pour que je puisse connaître un peu mieux votre activité et derrière pouvoir travailler à vous faire une synthèse et vous proposer une synthèse de vos points forts et vos améliorations possibles dans l'éco-conception, tout simplement pour faire un bilan de aujourd'hui où vous en êtes par rapport à la prise en compte de l'environnement dans votre activité, sur un produit, sur une gamme de produits, etc. Donc vraiment pour vous permettre d'avoir une vision, une prise de recul sur votre projet. Une fois qu'on a passé un peu cette étape-là, il est aussi possible de monter en compétence avec vous, de vous aider à aborder des thématiques, de vous aider à manipuler des outils, de savoir quels outils, quelles banques de données sont à votre disposition pour pouvoir avancer sur le sujet. Alors, on peut faire ça via des ateliers thématiques qui sont collectifs. Je ne vous cache pas que depuis mars 2020, on n'a pas animé beaucoup d'ateliers de cette façon-là, parce que l'idée, c'est quand même de se retrouver, de pouvoir échanger sur ces sujets. Mais par contre, on peut aussi faire ça de manière personnalisée en entreprise et pouvoir passer 1 à 2 journées ensemble pour avancer, pour tout simplement vous permettre de lever un point dur dans votre projet d'éco-conception, pour sensibiliser une partie de vos équipes, pour réfléchir autour de l'utilisation d'un outil personnalisé pour vous, etc. Voilà, un peu vous aider tout simplement à lever un point dur méthodologique, à lever un point d'outil, à réfléchir ensemble sur un sujet pour que vous puissiez derrière avancer à votre rythme. L'idée, c'est vraiment de voir ce programme comme un tremplin pour vous aider à accéder à l'étape supérieure de l'éco-conception, peu importe où vous en êtes aujourd'hui. Et derrière ça, on en parlera aussi un petit peu tout à l'heure, mais je peux aussi vous accompagner pour vous aider à accéder et à déposer des dossiers pour obtenir derrière des aides financières dont Bruno nous parlera tout à l'heure et dont vous avez peut-être eu vent si vous avez assisté aussi hier à l'atelier sur les soutiens financiers accessibles aux entreprises en Occitanie. Donc voilà un peu toutes les actions qu'on vous permet de mettre en place dans votre entreprise pour avancer tout simplement sur l'éco-conception à différents niveaux. Le fait de pouvoir mettre en place ces actions-là dans le cadre d'un partenariat avec l'ADEME, la région et Val-d'Elia, ça nous permet de vous proposer ces accompagnements-là à des tarifs qui sont très, très préférentiels pour vous, avec quand même un reste à charge pour les entreprises, mais qui sont beaucoup plus réduits que si ces accompagnements étaient faits par un bureau d'études ou de manière ponctuelle dans une entreprise directement. Pourquoi on vous propose aussi tout ça? Pour vous aider derrière à mettre en place votre projet d'éco-conception, mais quelque part, pourquoi éco-concevoir? À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça peut vous apporter? On en parle beaucoup depuis hier, depuis l'ouverture de ce forum. L'idée de l'éco-conception aussi, c'est que c'est cet outil-là aussi qui va vous permettre de créer de la valeur, de mieux collaborer avec vos parties prenantes, d'augmenter votre ancrage territorial. C'est des choses qu'on a pas mal entendues et qui vous permettent d'aller plus loin dans votre activité, mais l'éco-conception va aussi permettre de vous différencier, parce que l'idée, ça va être de réétudier également le besoin, quelles sont les attentes du client, quels sont les risques que vous prenez dans la production de votre produit, et comment vous pouvez à la fois mieux répondre à ces attentes, à la fois mieux maîtriser ces tout en améliorant votre impact environnemental. Bref, l'idée, c'est vraiment d'avoir un réel avantage concurrentiel et pourquoi pas économique derrière par la prise en compte des enjeux environnementaux dans le développement de votre produit. Donc finalement, c'est ça, éco-concevoir, ça va vous permettre de vous différencier sur le marché parce que vous aurez une offre que les concurrents n'auront pas forcément, de maîtriser des risques parce que vous aurez, en rebalayant tout le cycle de vie de votre produit, vous identifierez peut-être des risques à certains points que vous pourrez lever en travaillant différemment.
assurer un ancrage territorial également, parce que justement, ce cycle de vie va aussi vous permettre de regarder autour de vous quelles sont les parties prenantes avec lesquelles vous travaillez. Ça va vous permettre également de connaître et maîtriser le coût global du produit, c'est-à-dire que quand on parle de coût global, on ne parle pas seulement du coût du produit à l'achat, à la fabrication, mais aussi du coût sur toute son utilisation, du coût pour le client quand il va falloir acheter des consommables, etc. Et maîtriser ce coût global, ça va aussi être un avantage et pour vous et pour vos clients derrière. Et tout simplement, éco-concevoir, ça permet de répondre à une contrainte environnementale qui est de plus en plus forte selon les secteurs d'activité et qui est de plus en plus pressante et à la fois du côté des clients, des consommateurs, et à la fois aussi de plus en plus du côté de la réglementation qui contraint certains secteurs d'activité à se réinventer très vite. Alors, ce programme, comme Bruno le disait, il a été lancé, alors il y a un an, jour pour jour même, il me semble, au Forum de l'économie circulaire qui a eu lieu à Toulouse l'année dernière. Donc, il est assez récent finalement, mais l'idée sur cette année-là, ça a été de voir un petit peu ce qui se passait sur le territoire et de déjà comment le rendre opérationnel, tout simplement, pour déjà commencer à aider des entreprises. Et l'idée maintenant, ça va être de continuer à mettre en place ces actions, mais ça, on le verra dans un second temps. Déjà, qu'est-ce qui s'est passé en un an? Qu'est-ce qu'on a pu réaliser? Qu'est-ce qu'on a pu mettre en place dans le cadre de ce programme? Est-ce que Bruno, tu veux rajouter un petit mot avant que je continue? Est-ce qu'il y a des questions quelque part déjà sur le chat sur un sujet ou un autre? Non, il n'y a pas de questions sur le chat. Non, mais tu es l'animatrice de ce programme depuis un an, donc sont tes résultats. Je te laisse présenter la suite, quoi. Très bien, dans ce cas-là, je continue. Alors, pour commencer, quelques chiffres. On aime bien toujours présenter des chiffres partout. Alors, pour vous montrer un petit peu l'ampleur du programme depuis donc, septembre 2019, parce qu'il a été lancé officiellement, ce programme, il y a un an, mais on y travaille dessus depuis fin août, début septembre déjà 2019. Donc, ce qui a été mis en place depuis lors, c'est que toutes les actions que je vous ai présentées ont été réalisées via différents réseaux sur différentes entreprises. Ce qui est intéressant, c'est qu'au final, plus de 120 structures en Occitanie ont pu bénéficier de ces webinaires, notamment soit des webinaires sur des sujets très généraux, sur qu'est-ce que l'éco-conception, quels sont les retours économiques, les outils, ou des webinaires plus sectoriels qui ont été réalisés en partenariat avec des réseaux d'entreprises, donc des acteurs économiques forts sur le territoire, qui peuvent du coup faire appel au programme pour pouvoir permettre à leurs adhérents d'avoir des niveaux d'information, de sensibilisation supplémentaires. Donc, plus de 120 structures en Occitanie touchées là-dessus. Pour continuer dans les accompagnements plutôt collectifs, on a mené 3 ateliers avec des entreprises. Alors, un qui a été mené en présentiel courant 2019. Pareil pour un réseau d'acteurs économiques. Et 2 autres ateliers qui ont été menés en visio, en ligne, depuis le mois de mars 2020. Donc, on s'est adapté un petit peu comme on a pu. Donc, c'est vrai que c'est plus intéressant de faire des ateliers directement en présentiel, où on peut réellement échanger, où on peut faire des partages d'expériences entre les entreprises. Mais bon, on s'est adapté un peu comme on a pu aussi pour vous proposer ce type d'atelier de réflexion aussi en visio, en comité réduit. Et j'ai accompagné aussi donc 13 entreprises dans la mise en place de diagnostics, de journées de conseil avec elles pour leur permettre d'avancer sur leur sujet. Donc au total, ça a été 9 diagnostics initiaux d'entreprise et 7 journées de conseil. Ce qui est intéressant à noter, c'est que c'est des entreprises qui sont dans des secteurs d'activité très différents. Des entreprises plutôt dans le secteur de l'industrie, des entreprises de services, des entreprises dans la grande distribution, dans l'agroalimentaire, dans le matériel médical, dans le textile.
Voilà, des entreprises vraiment dans des secteurs d'activité différents, et c'est ce qui fait aussi la force de ce qu'on peut proposer en éco-conception, c'est que on propose une méthodologie pour introduire l'environnement dans le cycle de vie, dans vos façons de réfléchir, de concevoir, de produire, etc. Mais la compétence sectorielle, c'est vous qui l'avez. Nous, on va juste amener l'ouverture et la vision environnement qui va venir compléter votre vision d'expert dans le domaine, parce que c'est votre métier, c'est votre entreprise. Voilà, on va pouvoir amener cette vision supplémentaire, peu importe le secteur d'activité. C'est des choses qui vont pouvoir s'adapter derrière, parce que vous avez cette expertise qui permettra d'adapter les prises en compte environnementales sur un produit particulier. D'où le fait de pouvoir vraiment toucher tous les secteurs d'activité, tous les types d'entreprises, toutes les tailles d'entreprises, que ce soit sur des produits en création, sur des produits qui vont être remis en question. Il y a toujours quelque chose à faire et une réflexion à avoir pour pouvoir amener l'éco-conception à différents niveaux. On a travaillé auprès des entreprises, certes, mais pas que. L'idée aussi, c'était de fédérer les réseaux, de rencontrer ces réseaux aussi, les acteurs économiques et territoriaux qui sont là pour aider les entreprises et pour animer l'ensemble du territoire. J'ai aussi rencontré les compétences locales, tous les bureaux d'études, les consultants qui accompagnent aussi les entreprises dans cette prise en compte des enjeux environnementaux, dans de l'évaluation environnementale, dans la mise en place de projets d'éco-conception, pour que derrière, les entreprises, vous puissiez aussi avoir accès à ces compétences-là, puisque c'est elles qui vont vous permettre d'aller plus loin dans votre démarche si vous n'avez pas forcément les compétences en interne pour pouvoir le faire par vous-même. Donc voilà ce qu'on peut dire depuis septembre 2019, des accompagnements personnels dans des domaines variés, des sensibilisations afin de pouvoir essaimer les concepts et de pouvoir vous aider à mieux réfléchir sur votre sujet. Donc finalement, c'est ça, c'est quelque part un programme à plusieurs vitesses pour que vous puissiez trouver la vôtre dans ce qu'on peut vous apporter. Voilà pour quelques chiffres qui permettent d'avoir une vision chiffrée. L'idée aussi, c'était de vous donner une vision un petit peu plus géographique, finalement, qu'est-ce que ça représente, pour vous montrer un petit peu les différents accompagnements et interventions qui ont eu lieu dans le cadre du programme. L'idée, c'est de vous montrer que, alors vous voyez en rouge les accompagnements individuels, les entreprises ont été accompagnées dans quasiment tous les départements, il me semble, pas tous, mais une bonne partie. Vraiment montrer que ce que je vous montrais, c'est qu'on va pouvoir s'adresser à tout type d'entreprises, dans des entreprises très variées, à la fois dans des territoires ruraux, à la fois dans des zones industrielles, auprès de petites structures, de plus grosses structures, dans tous les départements, tous les coins de l'Occitanie. Alors, j'ai aussi mené quelques interventions à Toulouse, à Montpellier, un petit peu à Rodez, lorsque c'était encore possible. Je ne désespère pas de pouvoir revenir dans des événements pour pouvoir parler un peu plus de ce programme et vous aider directement sur vos territoires, venir auprès de vous pour pouvoir aller plus loin sur ces sujets-là. Donc voilà, un programme présent dans vraiment tout le territoire et aussi au niveau des réseaux et des partenaires que j'ai pu rencontrer pour comme justement mobiliser justement comme relais de l'action qui nous connaissent et qui peuvent faire appel à nous si besoin pour intervenir auprès d'une ou plusieurs entreprises de leur réseau. C'est pareil, l'idée c'était de toucher des réseaux présents un peu partout sur le territoire pour que vous puissiez avoir accès de nouveau au plus près de chez vous à ces services-là. Donc voilà, finalement, on a voulu créer un maillage territorial qui soit le plus proche de vous possible pour créer du lien dans vos réseaux locaux. Et alors, on n'a pas fait ça tout seul. J'ai aussi été aidée par, bien sûr, les partenaires financiers, ADEME, Région et Valdelia, qui sont là aussi pour animer le réseau, pour assurer un certain ancrage territorial de l'ensemble des acteurs économiques, qui fédèrent, qui regroupent aussi ces réseaux. Et l'idée, c'est de leur apporter en plus cette composante éco-conception à proposer à leurs entreprises.
Voilà un petit peu pour la première, ce qu'on peut dire au bout d'un an, ce qui a été réalisé en termes de réseau, en termes d'accompagnement, en termes d'entreprise, etc. Avant de continuer un petit peu, ce que je voulais aussi vous montrer, c'est finalement concrètement qu'est-ce qui s'est passé dans ces entreprises qui ont été accompagnées, qu'est-ce qui s'est passé auprès d'elles, avec elles, et à quoi ça a mené finalement. Donc l'idée, c'est de vous montrer un peu quelques retours économiques, pas économiques, retours d'expérience de ce qui a été réalisé, d'entreprises qui ont bénéficié du programme. Alors je vais vous montrer un ou deux exemples ici, et puis ensuite on aura un exemple encore plus parlant parce que on a Léo Delon, gérant de la société Lead Expresso, qui viendra nous parler directement de son retour d'expérience à lui. Le premier retour d'expérience dont je voulais vous parler, c'est une société qui s'appelle Inopsys. Je ne sais pas s'ils sont présents aujourd'hui. C'est une PME qui est située à Carbone, en Haute-Garonne, et qui a fait appel à nous pour pouvoir réaliser un diagnostic initial sur une solution connectée de tests urinaires qu'ils sont en train de développer et dans laquelle ils aimeraient intégrer l'éco-conception dans cette phase de développement, finalement, dès la première version du produit qui va sortir. Donc l'idée, ça a été d'échanger un petit peu avec eux en amont, puis de passer une demi-journée ensemble pour vraiment faire le tour du cycle de vie du produit tel qu'il l'avait prévu, parce que là, on est sur un produit qui est à l'état de conception, on est sur, avant même encore la phase de prototype, donc on est sur des choses qui ont été imaginées mais pas encore réalisées. Mais c'est quand même tout à fait possible de déjà faire un diagnostic sur ce type de produit-là. Donc là, ça a été le cas, on a balayé tout le cycle de vie tel qu'ils le voyaient pour leurs produits. On a réfléchi donc à toutes les parties prenantes qu'ils voulaient ou avaient déjà contacté pour réaliser ce produit, etc. Et à partir de là, on a pu avoir donc une vision, mettre à plat ce cycle de vie, avoir une vision globale de ce qu'ils souhaitaient faire avec ce produit et comment ils souhaitaient le faire surtout. Et derrière, l'idée, ça a été de mettre en avant d'un côté les points forts auxquels ils avaient déjà pensé en termes d'éco-conception, parce que c'était des sujets auxquels ils avaient déjà un petit peu réfléchi avant de venir vers moi. Donc, quelles étaient vraiment les bonnes idées qu'ils avaient eues et qu'il fallait à tout prix garder dans le développement de leur projet. On a aussi regardé également les stratégies qui pouvaient être pertinentes d'éco-conception, vraiment sur tous les niveaux, toutes les étapes du cycle de vie, quelles étaient les pistes qui pouvaient suivre assez rapidement et qu'il fallait mettre en place à ce moment-là du développement du projet, quelles étaient les pistes qu'il fallait peut-être prendre en compte, mais un petit peu plus tard, une fois que le produit serait plus mature et qu'il serait un petit peu plus implanté. Voilà, l'idée, ça a été de voir un peu tout ce qui était possible pour réduire les impacts environnementaux en fonction de ce qu'ils avaient imaginé, ce sur quoi il fallait être vigilant, ce sur quoi il fallait pas déroger, comment modifier un petit peu le produit pour ajouter certaines choses, etc. Et finalement, ce qu'il en est sorti, c'est que c'est un accompagnement qui a été mené il n'y a pas si longtemps que ça, puisque forcément, c'était il y a moins d'un an. Et le projet est toujours en développement, mais ça a déjà permis à l'entreprise d'avoir des éléments stratégiques, d'avoir une idée plus claire de comment ils voyaient une démarche d'éco-conception et de finalement ce qu'il fallait qu'ils fassent derrière, comment organiser leurs idées et leurs solutions pour, à la fin, avoir quelque chose de pertinent pour eux. Donc bien sûr, l'idée, c'est derrière pour eux d'amener leur expertise pour faire que le produit respecte à la fois des contraintes environnementales et toutes les autres contraintes à développer, à prendre en compte pour développer ce produit derrière. Voilà pour un premier retour d'expérience donc pour cette entreprise qui est, alors je ne peux pas vous donner de résultats parce que forcément c'est quelque chose qui est toujours en développement, donc c'est une affaire à suivre. Derrière, ce qui s'est passé aussi avec cette entreprise, c'est que on a commencé à discuter avec l'ADEME et la région pour potentiellement voir comment est-ce qu'ils pourraient bénéficier d'aide financière à l'éco-conception s'ils souhaitaient derrière avoir une phase de ce projet, de la mise en place de cette démarche qui puisse être financée. Je vais vous présenter un deuxième retour d'expérience sur une entreprise complètement différente pour vous montrer vraiment que l'idée, c'est de s'adresser à tous et de s'adapter. C'est une PME qui s'appelle Packlist, qui est située à Millau.
qui fabrique des pochettes adhésives pour les colis, comme vous pouvez le voir sur le petit dessin à droite. Il fabrique des pochettes donc depuis une trentaine d'années, que ce soit des pochettes tout plastique, des pochettes tout papier ou des pochettes hybrides plastique-papier. Et l'idée, ça a été de faire un diagnostic initial ensemble pour faire un bilan finalement de où ils en étaient au niveau éco-conception de leurs produits aujourd'hui, parce qu'ils étaient déjà allés dans une démarche d'éco-conception menée en interne, et l'idée c'était de pouvoir voir où ils en étaient aujourd'hui, voir comment aller plus loin, et surtout voir faire ce bilan, ça leur permet derrière d'avoir des clés pour potentiellement mieux communiquer leurs allégations environnementales et comprendre comment mieux se différencier de la concurrence qui arrivent sur le marché avec des produits plus responsables. Eux, ils ont déjà des produits intéressants sur le plan environnemental depuis quelques années et voient la concurrence qui va arriver derrière. Et du coup, l'idée, c'est de voir comment pouvoir faire un bilan des forces pour derrière mieux communiquer, renforcer leur communication sur ces produits-là. Donc, vous voyez, finalement, l'idée, c'est qu'on est sur des objectifs complètement différents, sur des produits complètement différents, sur des temps de développement qui sont assez différents. Il y a des moments où un diagnostic peut intervenir en début de projet, peut intervenir plus tard à la fin pour faire un bilan aujourd'hui et voir comment aller plus loin. C'est vraiment une remise en question intéressante qui peut être faite à tout moment dans une activité, je pense. Voilà pour deux premières entreprises qui ont bénéficié de diagnostics et sur lesquelles on a eu quelques retours derrière. Déjà, donc les premières entreprises. La troisième entreprise dont je vous parlais, mais ce n'est pas moi qui vais vous en parler, c'est Léo Delon, le gérant de Lita Espresso. C'est le dernier retour d'expérience dont je souhaitais vous faire part. Et nous avons le plaisir d'avoir Léo Delon directement avec nous. Voilà, super, aujourd'hui. Bonjour, bienvenue. Alors, je ne vous entends pas. Voilà, ça y est. Oui, ça y est. Bon, bonjour à tous. Alors, bonjour. Est-ce que déjà, vous pouvez vous présenter rapidement et puis peut-être présenter Lita aussi directement? Donc, moi, je m'appelle Léo Delon, je suis à Rodez dans l'Aveyron. Donc, j'ai repris la société Lita Espresso fin 2018. Donc, c'était une société qui commercialisait des capsules café compatibles Nespresso en plastique. Et donc, moi, dès le début, j'ai souhaité, en fait, pour être en phase avec mes valeurs personnelles, reprendre cette marque, mais y amener une dimension d'éco-responsabilité et donc l'inscrire dans une stratégie d'éco-conception. Voilà. Du coup, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur la démarche de conception qui a été mise en place et puis surtout sur finalement comment le programme et l'ensemble des dispositifs régionaux derrière vous ont aidé dans cette démarche-là? Ouais. Donc moi, c'est vrai qu'à la base, j'avais cette volonté-là. Donc j'ai commencé à chercher différents produits, j'ai commencé à sourcer des matières pour développer une capsule biodégradable. Et donc vite, rapidement, j'ai atteint mes limites en termes de connaissances. Donc je me suis rapproché d'une agence en éco-conception, Think Plus à Bidart. Et c'est là que j'ai découvert tous les dispositifs régionaux, donc avec l'ADEME, avec la région Occitanie, le pôle éco-conception. Donc c'est via cette agence. Et donc vraiment cet accompagnement, donc d'une part de l'agence, nous a permis de poser notre stratégie court terme et long terme et de la valider. Et après, bien sûr, tous les accompagnements financiers qui ont été mis en place, même si c'était vraiment une volonté de notre part de mettre tout ça en place, ça nous a permis d'accélérer et d'en faire plus dès le départ. Voilà. Donc ça a été un accélérateur et j'ai envie de dire aussi ça a permis de poser un cadre à notre stratégie parce que c'est vrai qu'on ne savait pas trop par quel bout le prendre. Ça n'étant pas du métier, c'est vrai, voilà. Donc ça a permis de nous structurer et d'accélérer plus rapidement via les financements de la région et de l'ADEME. D'ailleurs, j'en profite pour les remercier. Ok, donc merci, on voit que ça peut vous aider un petit peu à différents niveaux. Est-ce que vous avez bénéficié du coup des deux dispositifs en même temps? Comment ça s'est coordonné dans les
les échanges, les liens qu'il y a pu avoir entre ADEME et région finalement? C'était assez fluide, hein. On a fait plusieurs, je crois qu'on a fait 2 réunions, une au début, une en fin de projet, et tous les intervenants ont communiqué entre eux, donc c'était vraiment plutôt fluide. Surtout nous on est tombé en pleine période de confinement. Quand on était dans ce dispositif. Donc non, tous les intervenants ont été réactifs et tous les dialogues entre les différents acteurs, que ce soit le pôle éco-conception, notre agence, l'ADEME ou la région Occitanie, ça a été très fluide, enfin il me semble. Voilà. J'ai trouvé assez simple à mettre en place. Et c'est vrai que c'est un dispositif qui gagne à être connu pour une société qui souhaite vraiment s'inscrire dans cette démarche d'économie circulaire, parce que ça simplifie vraiment les choses. Ouais. Ce que je retiens de l'expérience Lita Expresso et de ce que vous dites aujourd'hui, c'est que vous aviez envie de vous lancer dans une démarche de ce type et vous ne saviez pas trop par quel bout le prendre, parce qu'on a vu au début de l'atelier tous les champs que couvre l'éco-conception dans le cycle de vie, et ça concerne toutes les étapes, et c'est vraiment un sujet qui est multicritère, et je crois que la plus-value qu'a pu amener le pôle éco-conception et le consultant spécialisé, ça a été un peu de hiérarchiser tout ça et de vous aider à poser la bonne stratégie à suivre, quoi. Oui, tout à fait. Et également la découverte du cycle de vie et de la méthodologie en fait, de l'éco-conception, de prendre en globalité. Et c'est vrai que dès qu'on prend en globalité le process, tout le cycle de vie, en fait, on étudie tout dans l'impact environnemental qu'a notre produit. Et du coup, ça donne des idées d'innovation, donc de différenciation. Et je trouve que nous, c'est vraiment un moteur d'innovation en fait, au jour d'aujourd'hui, d'être rentré dans ce programme. On est loin d'être parfait et du coup, on sait où on veut aller, on sait ce qu'il nous reste à mettre en place. Et à chaque fois, viennent de nouvelles idées. Là, on va développer un détartrant éco-conçu pour nos machines à café. Donc voilà, c'est vrai que cette idée de cycle de vie en fait permet de voir où sont les impacts et comme ça on peut piocher et voir où c'est qu'on peut mener des actions qui vont réduire notre impact. Et en fait on n'est pas tout le temps, enfin on a des surprises. Voilà. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots justement quelles conclusions ça vous a permis de tirer et du coup quelles actions vous avez décidé de mettre en place pour l'ITA à la suite de cet accompagnement et de cette première prise en conscience? Donc aujourd'hui, on est sur une capsule biodégradable et compostable industriellement. Donc c'est pour ça qu'on a développé, en partenariat avec la région Occitanie, l'ADEME et le pôle éco-conception, notre propre circuit de collecte et de compostage pour réduire notre impact. L'année prochaine, on sera sur une capsule qui sera totalement home compost, donc on va encore réduire notre impact. Là, on a le développement pour machine à café qui va arriver, qui sera éco-conçu pour éviter d'avoir, on va pouvoir limiter on va essayer de réduire, on est en train d'essayer de réduire le poids, on travaille sur tous les aspects de ce produit et on est également en train de lancer une réflexion sur la machine à café. Parce qu'en fait, justement, quand on a posé notre cycle de vie, on s'est aperçu qu'en fait, l'impact dans le café, dans une tasse de café, ce n'était pas forcément la capsule, mais en fait, c'est la machine. 50% de l'impact, c'est la machine. Donc, si on veut vraiment travailler sur notre impact, il faut qu'on travaille sur la machine aujourd'hui. Donc, d'accord, alors. Voilà, c'est vers là qu'on va aller. Oui, c'est intéressant parce que ça montre aussi quelque chose de supplémentaire, c'est que vous êtes parti du cycle de vie d'une capsule de café et qu'on voit vraiment que dans le cycle de vie de la capsule de café, il ne peut pas se prendre en compte si on ne prend pas ce qu'il y a autour, si on ne prend pas la fonction aussi de la capsule qui est d'être utilisée dans une machine à café et donc par extension, pour pouvoir prendre en compte le cycle de vie de capsule, il faut aussi prendre en compte la machine finalement. Tout à fait. Et en fait, il faut prendre en compte tout parce qu'en fait, dans le café, on s'est aperçu également que l'impact. Alors souvent, on a une idée qui est un peu faussée de dire le café en grains. Alors, on en commercialise aussi, donc j'ai pas trop de soucis avec ça. Mais le café en grains, c'est beaucoup moins impactant en ce moment. C'est un peu une mode et un discours qu'on entend chez nos consommateurs. Le café en grains, c'est moins polluant que la capsule. En fait, on s'est aperçu que pas vraiment.
parce que dans du café en grains, dans une tasse de café, vous mettez 10 grammes de café, et en fait, dans une capsule de café, vous êtes microdosé, vous êtes à 5 grammes. Et en fait, on sait que l'impact, c'est sur la machine, donc une mèche à 50%, et également à 30% sur la culture du café. Donc déjà, avec une capsule, on divise par 2 l'impact de 30%. Donc c'est des choses comme ça qui nous ont fait prendre en fait et qui amènent à d'autres réflexions beaucoup plus poussées quoi, et qui nous permettent vraiment voilà, d'avoir cette réflexion-là. Donc vraiment, pour moi, la révélation, on va dire, c'est vraiment l'étude du cycle de vie et cette méthodologie qui est en éco-conception qui est vraiment génératrice d'innovation et de Ouais. différenciation. Aujourd'hui, nous, on le voit, on a signé un contrat avec un gros réseau d'agences bancaires là, il y a 15 jours. On était en face du plus gros acteur national, voire mondial de la capsule. Ce qui a fait la différence, c'était notre politique RSE. Voilà. On était plus cher que nos concurrents. Ça permet aussi à des PME comme nous de se différencier autrement que par le prix. Nous, sur notre marché du café qui est très concurrentiel, on a des mastodontes en fait. Donc s'ils ont envie de nous casser, ils peuvent le faire assez rapidement. Mais nous, avec cette approche, on se différencie vraiment. Voilà. Et c'est vraiment une attente du marché aujourd'hui. Mais ça apporte vraiment une valeur ajoutée à votre activité et à ce que vous proposez à vos clients qui est très importante aujourd'hui. Ben, je pense que nous, si on n'avait pas cette approche, on ne serait pas légitime sur le marché aujourd'hui. Cette approche-là, cycle de vie, ça rejoint une question qu'on a dans le chat là, de Raphaël Martin, de la société Okidokid. Hein, c'est de mémoire, vous avez participé, hein, vous me dites, hein, M. Martin, si je dis des bêtises, mais vous avez participé au forum de l'économie circulaire l'an dernier, et vous avez un projet de création de cabanes pour les enfants, de cabanes éco-conçues. Et la question que vous posez à travers le chat, c'est la question si on a la volonté de faire une démarche d'éco-conception, et tout de suite on pense à utiliser, bien sûr, je pense, des matériaux éco-conçus, et on pense à faire appel à des fournisseurs qui sont dans une démarche un peu similaire à la nôtre et qui fournissent des produits ou des services qui ont un faible impact de vie, et que vous êtes vraiment dans la difficulté pour trouver tous ces bons interlocuteurs, et vous vous posez la question de où s'adresser pour trouver les bons contacts. Et moi, je vous retourne une question, puis vous pourrez prendre la main, le micro, et activer votre caméra si vous souhaitez pour répondre. Et je vous retourne la question, est-ce que vous avez fait peut-être l'analyse cycle de vie du projet que vous voulez concevoir, la cabane pour les enfants, quoi. Voilà, c'est votre témoignage et la réponse à la question, et voir si le programme peut vous apporter quelque chose, ou aurait pu vous apporter à quelque chose, peut-être à une phase un peu plus amont, quoi. On ne vous entend pas, vous n'avez pas mis votre micro, je crois, M. Martin. Non, si là il est fermé, je pense que ne fonctionne pas votre micro. Vous pouvez le rallumer? Ah, c'est peut-être moi qui voulais couper. Non, là il est ouvert, c'est juste que ça ne fonctionne pas. Ça arrive, c'est les petits aléas du direct. Bon, on vous laisse peut-être quelques... Est-ce que vous m'entendez à présent? Oui. Oui, c'est mieux. Oui, bonjour, merci d'avoir pris cette question. Alors, nous, on a un projet qui peut vous paraître très anecdotique, hein, c'est des cabanes pour enfants. L'idée étant de proposer aux médiathèques et en général d'ailleurs à tous les lieux d'attente un objet qui soit durable parce qu'on les fabrique à partir d'anciennes barriques de viticulture qui sont complètement abîmées quand on les reçoit et inutilisables, et qu'on nettoie voilà, dans une démarche éco-conçue et qu'on revalorise en fait une matière très noble qui est c'est du chêne brut. Et donc ce projet peut sembler anecdotique, mais on est confronté, je résume rapidement, hein, mais au problème. Nous, on n'a évidemment pas des fabricants, ou en tout cas on en fabrique une partie, on a fait le prototypage, mais on a besoin de faire appel, comme une entreprise plus grosse qui aurait à mettre en marché un produit un petit peu complexe quand même,
on a besoin de faire appel à des fournisseurs qui soient des menuisiers, des fabricants de peinture, etc. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de difficultés à trouver des gens qui soient dans la même démarche que nous. C'est de longues recherches sur Internet, etc. Enfin, c'est difficile. Alors, on n'a pas fait spécifiquement de programme d'accompagnement. Cela dit, les échanges qu'on a pu avoir en atelier l'an dernier au forum, etc., nous ont beaucoup inspiré dans notre démarche. Et puis, il y a une question aussi on appelle ça l'analyse de la valeur, mais c'est difficile pour une petite structure comme nous, on est 2 porteurs de projet pour l'instant, de se rendre disponible simplement parce qu'on a aussi un flot d'activités courant et pour rentrer dans ce genre de processus. Donc il y a aussi une sorte de calcul coût-efficacité, le coût en temps que ça nous prend versus ce qu'on peut faire par nous-mêmes. Et finalement, parce que dans la démarche d'éco-conception, il y a aussi une part de bon sens. Et je pense que voilà, en écoutant les uns et les autres les projets qui ont été présentés au forum l'an dernier, etc., on a fait nous-mêmes, et pourquoi pas d'ailleurs rentrer dans une démarche pour formaliser un peu plus, mais je crois que cette analyse de la valeur, elle n'est pas si difficile à faire, et cette analyse de l'éco-conception sur la cabane qu'on veut commercialiser. Le problème, il est plutôt voilà, vraiment dans le fait de concrétiser de bout en bout ce projet-là, parce que quand on a un transport qui est impactant sur l'environnement, quand on a des cartes électroniques fabriquées en Chine, enfin qu'on essaye de faire fabriquer en France, mais avec des composants forcément chinois. Enfin, voilà, en tout cas, on a beaucoup de difficultés à trouver simplement des partenaires pour nous accompagner sur des métiers aussi simples que la peinture d'un côté ou la menuiserie ou des choses comme ça. Voilà. Donc non, je n'ai pas fait encore de démarche spécifique d'accompagnement, mais pourquoi pas, si ça peut nous apporter des réponses concrètes et surtout des contacts avec des partenaires potentiels en région Occitanie en particulier. Après, le fait justement, oui, de trouver des fournisseurs dans des domaines particuliers, etc., qui vont pouvoir avoir la même démarche que vous, je pense que c'est vraiment une clé qui est pas facile à obtenir parce que ça nécessite en effet de connaître du monde, de chercher, ça prend beaucoup de temps, c'est très chronophage parce que ça demande de chercher, puis ensuite de contacter, d'échanger avant de prendre une décision. Et malheureusement, là-dessus, c'est des choses sur lesquelles nous, on ne pourra pas forcément vous aider parce que même si le but, c'est d'avoir un maillage réseau assez fort en Occitanie, c'est compliqué de pouvoir connaître tous les acteurs de tous les secteurs d'activité, tous les territoires. Mais justement, je pense que... Oui, allez-y. Non, pardonnez-moi, je vous interromps une seconde, mais je pense que votre travail justement est très intéressant parce que ce maillage, il va se créer. Je pense qu'on se projetterait dans 3-4 ans. Il y a sans doute beaucoup plus d'entreprises qui vont se labelliser, entre guillemets, éco-conception. Aujourd'hui, si je tape sur Internet carte électronique éco-conçue, très simplement, mais je vais trouver très peu de réponses, en particulier en région. Donc je pense que ce que vous faites, c'est très bien. Ça participe à la culture de l'éco-conception et que cet annuaire, sans doute, sera beaucoup plus facile à trouver dans quelques années. Bien sûr, je pense que aujourd'hui, c'est la jungle un peu. C'est très compliqué. Et puis, il y a des domaines qui sont plus ou moins matures que d'autres. Et en effet, l'électronique l'est pas forcément. Et je pense que pour conclure aussi sur le sujet, je pense que Léo Delon, vous avez aussi peut-être un témoignage ou une remarque à apporter là-dessus sur la recherche justement de partenaires ou de fournisseurs qui soient dans la même démarche que vous. C'est pas toujours évident. Ouais, alors en fait, moi je me suis aperçu qu'il fallait plutôt rechercher des fournisseurs qui étaient dans une politique et dans une certification RSE. Et ça permet de trouver des gens quand même qui sont dans cette démarche. D'accord, non mais c'est une bonne piste. C'est vrai quand déjà il y a une sensibilité environnementale, etc. Hier, il y avait lors d'un autre atelier alors elle ne s'est pas présentée là, sa structure, c'était la représentante d'un sous-traitant, enfin d'une entreprise qui dépend d'un grand groupe d'électronique. Et apparemment, ils avaient effectivement reçu un projet un peu atypique qui est un petit lecteur d'histoire pour les enfants qui s'appelle l'Unique. Vous avez peut-être vu qu'il y a un très gros succès commercial là depuis 2 ou 3 ans, des petites boîtes à histoire bleue. Et donc, c'était une toute petite entreprise qui leur a demandé, eux, filiale d'un grand groupe, de développer une carte électronique sur laquelle au moins ils puissent remplacer les composants quand ils étaient défectueux, ou en tout cas des modules. Donc, voilà. Mais ça s'est fait un peu, du témoignage que j'ai entendu, ça s'est fait un petit peu par essai-erreur, par recherche. Voilà, c'est pas en tout cas évident parce que ce fabricant-là n'était pas identifié en tant que tel comme fabricant éco-conçu. Après, c'est ça, c'est aussi des
des fois des choses à faire, des questions à poser aux fournisseurs habituels, aux fournisseurs qui paraissent intéressants, de dire est-ce qu'il est possible de... Alors après, ça peut aussi être de dire aujourd'hui c'est pas possible pour plein de raisons, mais l'idée ça va être de travailler ensemble pour petit à petit basculer sur cette démarche-là, parce que une démarche d'éco-conception, c'est aussi quelque chose qui va prendre du temps, qui peut être fait à long terme, et c'est l'idée aussi de pouvoir... sans cesse continuer à s'améliorer, à trouver des nouvelles idées, des nouvelles pistes pour faire avancer le projet. Et c'est ce que vous disiez aussi, Léo, sur votre projet, c'est qu'aujourd'hui, vous avez mis en place des choses, mais que vous cherchez demain à voir comment aller plus loin, finalement. Moi, je pense qu'il ne faut pas chercher à être parfait d'entrée, sinon on fait rien. Bien sûr, bien sûr. Je pense que c'est une démarche dans laquelle on s'inscrit, et c'est vraiment une démarche long terme, et dans tous les cas, si on ne veut pas avoir d'impact, on ne fait rien en fait. Donc il y aura toujours un impact qui est minime, qu'on essaye de minimiser en fait. Bien sûr, mais j'imagine par exemple que vous, chez Lita Espresso, vous avez intégré quasiment toute la filière, en tout cas la capsule de café, c'est quelque chose sur laquelle vous avez la main, quoi. Alors que dès lors qu'on fabrique un objet qui est un peu complexe, qui embarque à la fois de l'électronique, des consommables, de la peinture, on doit forcément s'adresser à une galaxie de fournisseurs. Et donc, quand on n'est pas intégré comme ça complexifie en tout cas d'autant plus la démarche d'éco-conception. Ne parlons pas du transport d'ailleurs. Alors, détrompez-vous, nous, on est totalement, en fait, on a peut-être sur la capsule, on a 5 intervenants peut-être. D'accord, ah ouais, quand même, ouais. Alors, c'est intéressant. On a 5 intervenants, on a différentes sociétés. Par contre, nous, c'était la condition. Aussi, on a vendu le projet à nos fournisseurs, ceux qui n'étaient pas forcément dans la démarche, parce que quand on demande à notre imprimeur de packaging où il achète ses encres, voilà. Quelle est la méthode de transport, etc., pour lui, c'est un travail supplémentaire. Mais derrière, c'est la condition pour travailler avec nous. Donc après, c'est aussi à vous de vendre le projet, et peut-être aussi de vendre le projet à vos fournisseurs, quoi. En fait, ce n'est pas des fournisseurs, c'est des partenaires, quoi. C'est effectivement le chemin qui se dessine, parce que c'est stimulant pour les uns et pour les autres. À la différence près que nous, on est sur des petites séries. Ce qui fait partie d'ailleurs du projet d'éco-conception, c'est plutôt d'avoir des objets et des cabanes qui sont réutilisables et qu'on puisse utiliser, pourquoi pas 10, 15 ou 20 ans. Et que sur des petites séries, on a moins de force de frappe, évidemment, que quand on va passer des très grosses commandes. Par exemple, un sous-traitant électronique, s'il fait 50 cartes, c'est pas la même chose que s'il en fait 2, 3 ou 10 000, quoi. Mais en tout cas, c'est intéressant, et chercher du côté de la RSE, si je peux en conclure quelque chose, ça me semble une très bonne idée. Ouais. Tous nos fournisseurs, les plus gros fournisseurs sont dans une certification RSE. Oui, c'est très lié finalement à tous ces sujets-là. Merci beaucoup à tous les deux, Raphaël et Léo, pour ces échanges très riches. Merci beaucoup, Léo, pour être intervenu aussi. C'est vraiment une démarche itérative, d'amélioration continue, de se poser les questions en continu, de se remettre en question. Et une démarche au long cours aussi, comme le dit Véronique Tatry, quoi. Voilà. Une autre question pour toi, Marie, posée par Valérie Edouard de Toulouse Métropole, je crois, qui pose la question de comment le programme où toi, tu travailles avec les collectivités. Alors, c'est un peu particulier, les collectivités, parce que c'est vrai que le programme a été mis en place pour travailler avec les entreprises. Bruno, tu me diras pas le contraire. L'idée, c'était vraiment de mettre en avant, de travailler avec les entreprises. Ça m'est pas encore arrivé d'avoir à travailler avec les collectivités, sauf dans le cas où l'idée, c'est de pouvoir travailler avec les collectivités pour pouvoir intervenir dans des collectivités qui ont notamment la compétence économique ou l'animation de réseaux économiques dans la communauté de communes ou dans la collectivité. Dans ce cas-là, oui, ça m'arrive de pouvoir travailler avec les collectivités pour toucher les entreprises du territoire derrière, mais travailler directement à éco-concevoir la démarche d'une collectivité, ça, c'est pas des choses qui sont prévues dans le cadre de ce programme. Voilà. La cible du programme, c'est vraiment les entreprises. Par contre, les collectivités, vous avez un rôle à jouer lorsque vous êtes questionné sur votre territoire par des entreprises qui se retournent vers vous pour différents projets de développement économique, d'implantation ou d'autres sujets. Et je pense que s'il y a une entreprise qui aborde ces questions de stratégie éco-conception ou se pose des questions sur la démarche,
Vous pouvez faire l'intermédiaire et faire appel au service de Marie pour la mise en relation avec l'entreprise pour démarrer un premier échange, quoi, hein. Ça peut se jouer. Et il y a peut-être une étape supplémentaire pour les collectivités, mais là, on se projette dans un autre pas de temps. C'est les collectivités. Certes, elles ne sont pas des acteurs de la production, mais elles offrent des services. Et il y a le sujet de l'éco-conception de services, qui est peut-être aussi un sujet envisagé, qui touche un public beaucoup plus large que les entreprises de production, et notamment tout ce qui est les acteurs du service dans les collectivités, quoi. Tout à fait, mais ça aussi sera peut-être dans un second temps du programme qu'on prendra en main ces sujets-là. Merci beaucoup pour les questions. Merci beaucoup, Léo, pour votre intervention très, très riche, très enrichissante, et pour nous avoir transmis tout ça. S'il y a des sociétés qui veulent me contacter pour échanger, vous pouvez donner mes coordonnées, c'est avec plaisir. Très bien, ça marche. Je les rajouterai sur la présentation qu'ils pourront télécharger directement sur la plateforme Cyclope, où vous pourrez aussi avoir accès à ce replay-là. Merci beaucoup, en tout cas. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, je vous propose de passer à la dernière partie. Bruno, est-ce qu'il y a d'autres questions qui viennent d'arriver sur le sujet ? Je ne t'entends plus. Non, pas d'autres questions. N'hésitez pas, hein, je relance là sur le chat. N'hésitez pas à poser. Je vous propose d'aborder maintenant la dernière partie de l'intervention qui concerne, après ce qui se passait avant le programme, après le bilan d'un an de programme. Maintenant, on se projette un petit peu, quelles peuvent être les perspectives ou quels peuvent être aussi vos besoins, vous, dans le cadre de cet atelier que vous pouvez faire remonter pour essayer d'aller un peu plus loin et un peu plus fort, quoi. Voilà. C'est ça, exactement. L'idée, c'est déjà de vous parler de nous, comment on envisage les choses, mais n'hésitez pas à faire part de commentaires, idées, besoins que vous pourriez avoir et qu'on n'aborderait pas, parce que c'est ça aussi l'idée du programme, c'est que c'est un outil qui s'adapte aussi à vous et à vos besoins. Dans les différentes actions qu'on souhaite pérenniser et continuer, il y a bien sûr la pérennisation de la diffusion des concepts d'éco-conception, progresser dans la promotion de ces concepts-là. On a vu tout au long de cet atelier que l'éco-conception, c'est quand même un vaste sujet. Qui a plein d'approches différentes et qui peut s'aborder par filière, par thématique, de plein d'aspects différents. C'est aussi une démarche sur le long cours dans laquelle on va s'inscrire petit à petit, et du coup, plus on va aller loin, plus il y a de nouveaux sujets qui risquent d'apparaître. Alors, on est prêt à aborder ces sujets avec toutes les entreprises qui en ont besoin, qui se souhaiteraient, sur des formats très différents, que ce soit sous forme de webinaires collectifs, d'ateliers collectifs aussi, qui peuvent vous permettre d'échanger, comme ça a été le cas juste avant sur le sujet des fournisseurs. C'est aussi des grandes questions que vous êtes nombreux à vous poser. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mot, un mail pour dire voilà, je veux avancer, je veux des informations sur tel ou tel sujet. Et c'est aussi grâce à ça que nous, on pourra créer des ateliers, des webinaires qui correspondent réellement à vos besoins, et pourquoi pas mettre en relation des entreprises si nécessaire entre elles, etc. Enfin voilà, on est aussi là pour générer ces échanges-là. Et du coup, il y a plein de sujets à aborder autour de l'éco-conception, que ce soit des approches par filière, parler plus spécialement de comment on va faire de l'éco-conception dans l'agroalimentaire, comment ça va se traduire dans un secteur beaucoup plus industriel, comment ça va se traduire dans la grande distribution, comment ça va se traduire dans la filière des emballages, dans le textile. C'est des vraies questions qui sont en train de se poser, parce que c'est des filières, notamment emballage, textile, agroalimentaire, sur lesquelles les pressions sont de plus en plus importantes, comme je le disais au début, à la fois pression sociétale, mais aussi pression réglementaire. Donc c'est le moment aussi de pouvoir se regrouper et de pouvoir travailler ensemble à créer une filière qui soit davantage respectueuse de l'environnement aussi, pourquoi pas. Et il y a aussi, du coup, comme on le disait, plein d'approches thématiques liées à l'éco-conception. Au pôle, on a plein de sujets différents à aborder avec vous. On a beaucoup réfléchi sur quelle est la démarche d'éco-conception et surtout comment réussir cette démarche-là. On ne parle pas juste de faire de l'éco-conception, mais de réussir une démarche d'éco-conception. On peut parler aussi management par le cycle de vie avec vous, sur comment, du coup, une entreprise va s'organiser
pour mener des projets d'éco-conception, les réévaluer et entrer dans une logique d'amélioration continue. On va parler aussi potentiellement d'évaluation environnementale, comment vous pouvez vous aussi faire une évaluation de vos impacts environnementaux, comment vous allez communiquer de manière la plus irréprochable possible sur un projet d'éco-conception que vous aurez mené et qui vous permettra de mettre sur le marché un nouveau produit. Et d'autres sujets, comme Bruno en parlait juste avant, aussi pourquoi pas sur l'éco-conception de services. C'est un sujet qui est de plus en plus présent parce que beaucoup d'entreprises aujourd'hui vendent des services et pas forcément des produits. Et c'est aussi une grande question, comment on peut éco-concevoir ces services-là. Et on a beaucoup travaillé aussi là-dessus pour pouvoir vous donner des réponses un peu plus précises. Donc voilà, on a plein de choses à vous dire, que ce soit en termes de filière, en termes de thématiques, plein de sujets à aborder sous forme webinaire, atelier, ou aussi sous forme de journée de conseil pour vraiment pouvoir adapter ça à un besoin personnalisé. Donc n'hésitez pas à faire remonter aussi ces besoins-là. Voilà, vous savez que c'est des sujets qu'on peut aborder ensemble et qu'on peut creuser. Donc c'est le premier point, pouvoir continuer à diffuser l'éco-conception auprès de vous. Le deuxième point, un autre des leviers qu'on souhaite creuser, c'est fédérer les réseaux, fédérer les entreprises entre elles aussi. Le programme, c'est un outil qui est aussi à la disposition des réseaux pour pouvoir bénéficier aux entreprises qu'elles regroupent. Je parle de réseau d'entreprise, mais pas que. On essaye aussi de créer un réseau plus large sur le territoire, notamment au niveau des compétences qui existent. Et c'est pour ça qu'on est en train d'organiser pour le mois de janvier un événement, un atelier qui regrouperait les bureaux d'études, les consultants qui sont présents sur le territoire en Occitanie, qui peuvent accompagner des entreprises sur le long terme pour améliorer leur performance, pour faire l'évaluation environnementale, etc. Et du coup, l'idée, ça va être, au cours d'un atelier, de voir tout simplement comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour continuer à faire émerger cette dynamique-là sur le territoire. Pourquoi pas aussi sur d'autres types de projets, fédérer les acteurs de la chaîne de valeur d'un même secteur. Pourquoi pas les aider à travailler ensemble autour d'une réduction significative des impacts dans un secteur d'activité en particulier. Il y a vraiment plein de notions qui peuvent rentrer en jeu pour pouvoir faire avancer ce sujet-là. Je suis aussi en ce moment en train de mettre en place, on a commencé à animer ce qu'on appelait un parcours emballage qui regroupe les adhérents de plusieurs réseaux dans l'agroalimentaire en Occitanie. Ces réseaux se sont alliés ensemble pour pouvoir proposer à l'ensemble de leurs adhérents des outils, des ressources, des ateliers sur la thématique emballage agroalimentaire qui est un gros sujet. Donc voilà, c'est aussi des choses pour lesquelles on peut amener cette compétence, on peut animer des ateliers et des temps là-dessus. Et c'est ce qui est intéressant. Et il y a aussi un troisième volet, c'est finalement amener un peu plus, continuer à amener de la dynamique sur ce qui s'est déjà fait dans l'Occitanie. Comme Bruno le disait tout à l'heure, ce programme, il n'est pas venu de nulle part. Il y a déjà un historique en Occitanie d'entreprises qui ont été accompagnées, d'opérations collectives qui ont permis d'accompagner des entreprises dans une démarche d'éco-conception. Et c'est l'idée aussi du programme, c'est de pouvoir s'appuyer sur ce qui a déjà été fait pour continuer à aider les entreprises. Et du coup, de pouvoir aussi s'appuyer sur les accompagnements qui ont été faits avant le programme et dans le programme pour aller plus loin. Et c'est aussi ce qui est en train d'être mis en place avec des retours d'expérience qui vont être formalisés. Alors, d'une part, des retours d'expérience sur les premiers accompagnements dans le cadre du programme. Comme ça permettra d'aller plus loin que ce que je vous ai présenté là et d'avoir un peu plus de matière sur ce qui a été fait. Et il y a aussi en parallèle des retours d'expérience sur les programmes qui ont été accompagnés dans les années précédant le programme pour voir un peu aussi où elles en sont, ce qui a été fait. Et c'est des choses aussi qui peuvent être intéressantes pour vous à titre d'exemple, pour vous inspirer et pour vous donner des idées sur ce qu'il est possible de faire grâce à des projets d'éco-conception. Et le dernier point, c'est le dernier levier, ce qu'on va continuer à creuser, c'est bien sûr de vous accompagner les entreprises à chaque étape du développement du projet, comme on l'a vu avec les diagnostics initiaux faits sur Inopsys et sur Packlist, ou sur un accompagnement beaucoup plus long, comme ça a été fait avec l'ITA Espresso,
où l'idée, c'est vraiment de soit vous permettre de passer un cap dans votre projet, soit de vous permettre de passer d'une idée, d'une intuition, d'un besoin, d'une sensation que c'est une démarche importante pour vous, mais sans trop savoir comment s'y prendre, on peut vous aider à passer de cette idée à quelque chose de beaucoup plus concret, à une démarche, puis à la réalisation d'un projet derrière. C'est vraiment le but de ce programme, c'est un outil pour vous permettre d'avancer, pour faire un bilan, pour aller plus loin ou pour franchir toutes les étapes de votre projet petit à petit ensemble. Et après, lorsqu'il va nécessiter des investissements, un accompagnement par une structure spécialisée, on va aussi vous aider à faire appel à ces financements, à ces structures potentiellement, même si elles sont là, elles existent, elles sont présentes, elles sont des forces très importantes sur le territoire en Occitanie. Mais c'est ça aussi que vous propose le programme. Au-delà de l'aide opérationnelle, on va proposer de pouvoir discuter plus facilement, potentiellement aussi avec l'ADEME et la région pour potentiellement aussi profiter de ces aides financières-là, comme ça a été le cas pour l'Italspresso, pour aller plus loin, pour concrétiser votre projet. Du coup, pour terminer sur ces thématiques-là et sur cet atelier, Bruno, je te redonne la parole pour parler brièvement justement de ces financements et de ce à quoi les entreprises peuvent avoir accès grâce à vous. Voilà, donc la question des financements. Le message fort quand même pour cette partie financement, c'est qu'il y a des dispositifs qui existent au fil de l'eau. Ces dispositifs concernent les entreprises. Ces dispositifs en région, c'est surtout les fameux passes et contrats. Mais là, j'aurais envie de vous renvoyer vers l'atelier qui a été présenté hier après-midi, qui concernait les leviers d'aide à destination des entreprises, dont les actions en matière d'éco-conception. Ce qu'il faut quand même retenir, c'est suivant la nature du projet, suivant le statut du porteur de projet, suivant le niveau de maturité du projet, suivant le calendrier du projet, il existe différents dispositifs et le travail qu'on peut mener conjointement avec l'ADEME ou avec les collègues de la région qui sont en charge plus du développement économique ou avec les collègues de l'agence de développement économique ad hoc, c'est de vous orienter suivant le cas vers le bon guichet et à amener un peu cette ingénierie de montage de dossiers de subvention en amont. Voilà. C'est le message qui est intéressant de faire passer, je pense que c'est celui-là. Donc il y a des dispositifs qui sont très cadrés, les passes, les contrats ou autres, et il y a possibilité d'émarger peut-être à d'autres dispositifs qui sont là ou à des appels à projets qui sont un peu ciblés dans le temps, qui concernent peut-être un peu plus l'innovation, qui concernent, je pense notamment à Ridinov, qui concernent peut-être plus des projets qui sont entre recherche et développement en matière d'éco-conception. C'est l'appel à projet Perfecto qui va sortir dans le cadre du plan de relance avec l'ADEME. Certains qui sont un peu plus thématiques, qui sont orientés plus sur l'intégration de matières premières issues du recyclage des plastiques. Voilà, c'est l'appel à projet hors plast avec différentes sessions. Donc, c'est le message, on s'adapte au projet. Et il faut que vous partiez vraiment de votre projet et pas des dispositifs pour essayer de rentrer dans les cases. C'est un peu peut-être notre travail d'orientation. Pas essayer de dévoyer votre projet en quelque sorte, quoi. Voilà. Et là, les centres de ressources, je vous ai marqué le hub entreprendre la région.fr, là, qui concerne vraiment les entreprises, qui est la plateforme pour à la fois recueillir l'information sur les dispositifs existants, sur les accompagnateurs en termes de développement économique, développement de projets qui peuvent vous accompagner suivant les thématiques, secteurs d'activité ou les types de projets. Donc, je vous invite à aller faire un tour dessus et à même peut-être vous inscrire parce que c'est aussi la plateforme pour déposer les projets. Et vous avez là sur la gauche, bien sûr, tous
toutes les actions, les dispositifs qui sont menés par l'ADEME et qui sont là dans le cadre du plan de relance et qui sont là pour agir en fonction de la transition environnementale, écologique et énergétique. Voilà les messages que je voulais faire passer sur les financements, et je vous renvoie vers ces 2 plateformes, vers l'atelier de hier qui concernait les entreprises, mais qui concernait aussi les activités, les collectivités. Par contre, il y avait 2 ateliers. Et puis aussi, je vous renvoie peut-être vers aussi la plateforme Cyclope, qui est là pour inspirer et faire connaître des initiatives. Et vous pouvez aussi, qui est complémentaire du Hub, faire connaître vos démarches et vos initiatives en mettant en avant vos actions, quoi. Voilà. Oui, c'est ça. Finalement, plein de solutions pour que vous puissiez avoir accès le plus simplement possible, le plus facilement possible à des moyens de vous aider. Donc là, on est à vos dispositions si vous avez des questions. Nous, on a terminé le propos de cette intervention, qui est là pour présenter l'éco-conception, le programme régional, des perspectives. Et on a vos écoutes sur des attentes, des besoins ou des questions. Tout à fait, c'est ça. Merci beaucoup pour votre attention, pour avoir balayé avec nous l'ensemble de ces sujets. Et puis maintenant, on est là pour répondre à vos questions et on espère que l'année à venir de ce programme sera encore plus productive que l'année précédente. Des questions avaient été posées en amont de l'atelier, donc on a construit cet atelier pour y répondre. Donc c'était des questions sur le sujet d'éco-conception, sur le programme. Aussi, il y avait une question, c'était sur la liste des prestataires qui pouvaient intervenir pour accompagner les entreprises. Donc le webinaire que l'on va faire en direction des bureaux d'études sera là aussi pour construire cet annuaire avec le plus d'exhaustivité possible, qu'on mettra à disposition, mais on veut aussi co-construire cette relation avec les bureaux d'études et consultants qui sont des vecteurs et des pourvoyeurs aussi, et des prescripteurs quelque part. Oui, le but, c'est pas non plus c'est de faire potentiellement, si on crée une liste, c'est qu'elle soit aussi vivante et qu'elle soit faite avec les consultants en bonne intelligence aussi. Le but, c'est pas juste de donner une liste sans que ce soit suivi derrière et que ce soit fait de manière co-construite entre tous les partenaires. Voilà. Je vois pas d'autres questions. Je vois des remerciements. Et ben, je retourne les remerciements pour les remerciements. Donc la boucle se boucle. Là, on est dans le thème, dans la bienveillance, dans la boucle. Voilà. Bon, on a peut-être été clair, je ne sais pas. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention. Oui. Et vous aurez des coordonnées sur la présentation. Voilà, peut-être le renvoyer sur le suite des autres ateliers du forum. Bien sûr. Il faut que je revienne sur mes slides. Voilà. En effet, on est sur un forum où il y a 17 ateliers, tous plus riches les uns que les autres. Et qui s'interconnectent. Une présentation de la plateforme Cyclope, des ateliers sur les aides financières, voilà. Donc tout se lie en fait. Tout à fait. Merci beaucoup à tous. Et on vous enverra un petit questionnaire à tous les participants. Merci à vous d'y répondre sur l'atelier. Voilà. Bon forum pour la suite des ateliers. Tout à fait. 12h28, on avait jusqu'à 12h30. Donc c'est ça, il ne reste plus qu'à vous souhaiter bon appétit. Comme je vois que c'est fait aussi dans le chat. Bonne fin de journée à tous, bonne fin de forum. Et puis n'hésitez pas à faire appel à nous au besoin. Voilà. Merci beaucoup. Merci.